question pour vous. C'est quoi le sol pour vous? Le sol, c'est quoi? C'est pas un poisson? Un poisson. Bah non. 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 Ah, moi, je n'entends pas parler de poisson qui s'appelle le sol. Bon, le sol. Le sol, c'est la couche la plus superficielle de la lithosphère. La lithosphère, c'est la couche la plus rigide qui enveloppe le globe terrestre. Une profondeur entre 100 et 200 km. Maintenant, ces roches ont été extraites du sol. Maintenant, suite à une éruption volcanique, on constate trois différentes roches. Celle-là, c'est la roche la plus profonde. On peut remarquer de gros cristaux. Vous voyez, elle est la plus profonde. Suivie de celle-là, le microgranite, on voit de petits cristaux. Celui-là, le rhyolite, on voit pas de cristaux visibles. Mais c'est avec ces roches qu'on fait les ablutions sèches. On fait Les ablutions sèches. Ça remplace l'eau quand on n'a pas d'eau. Avec les autres roches, on ne peut pas faire des ablutions. Non, non, on va pas faire le team. Tout ça là. Ça, on va en discuter. Inch'Allah. Ça, c'est le mies. On peut voir des alternances de niveau de noir, des minéraux noirs et blancs. Oui, je vois bien. C'est une roche métamorphique, déformée. Ça, c'est le marbre. Il est créé suite à la pression et à la température qui a été exercée sur le calcaire. Le calcaire. Et ça, Ceux qui produisent le marbre, donc comment ils font pour l'avoir? Les bah, commerçants qui vendent le marbre ils vont extraire le marbre, et le polir. oui, et le polir pour que ce soit lisse et propre. Et fait. Ça, c'est le micaschiste. On peut voir, c'est une roche métamorphique suite à la pression et la température qui a été exercée sur cette roche. Vous pouvez voir des feuilles. C'est fin et c'est fragile. Ça peut se casser facilement. Et là, on va vous présenter les différents niveaux de sable. Je vais passer à Jamila. Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, ici nous avons les différents constituants d'un sol. On a pris un sol au hasard, on a passé au tamisage. On peut refaire le tamisage si vous voulez. On refait le tamisage. Bon, les gens ont tendance à penser que le sol c'est du sable, alors que le sable c'est un des constituants du sol. Donc, on va vous montrer les différents constituants d'un sol. Donc, le sol n'est pas du sable. Non, non. Ça fait partie du sol. On peut dire que le sable est un sol, mais le sol n'est pas un sable. Qui va produire? Bon, là, c'est un sol qu'on a pris juste comme ça au hasard dans les environs. Ici, on a les éléments les plus gros qui constituent un sol. Les plus? Les plus gros, ils ont un diamètre supérieur à 1 mm. Oui, ce sont les graviers et les roches. Ensuite, nous avons le sable grossier. Ça, c'est le sable Oui, grossier. c'est comme les types de sol qu'on trouve à la plage. C'est constitué de mini-coquillages et des petits minéraux aussi. C'est un sable grossier. Bon, les mailles commencent à être plus petites, donc c'est un peu difficile pour le sol de passer. Donc ici, au-dessus, on peut remarquer aussi d'autres particules de sable. C'est les plus fins, les particules les plus fines. Bon, ici maintenant, nous avons le limon. Le limon, ça s'appelle le limon. C'est aussi un des constituants du sol. C'est très fin.
Maintenant, nous avons l'argile, qui est la particule la plus fine. L'argile. Oui, l'argile. La particule la plus fine qui compose le sol. On peut même dire que c'est la base d'un sol. Et maintenant, là, les plus petites, les minuscules particules, c'est de la poussière. C'est ça qu'on appelle de la poussière. Oui. Maintenant, l'application qui va nous intéresser aujourd'hui s'appelle Nielben. Maintenant, que fait Nielben? Ce que Nielben va faire, c'est que d'abord, ça va nous montrer une carte du Sénégal. À partir de cette carte Sénégal, nous pourrons accéder à certaines informations des différents royaumes. En ce moment, ce projet est toujours en phase de création, mais nous pouvons déjà accéder à l'histoire principale du Sénégal, à déjà l'histoire standard de Nielben, mais aussi un peu à l'histoire du Walo. Non, laissez-moi appuyer dessus. Donc moi je m'appelle Al-Hassan Ba, je suis en terminale S1 à la maison française. Elle c'est Fatou Ngom, on est dans la même classe et lui aussi c'est Cheikh Bakefa. Donc dans ce stand, on va vous présenter l'électricité. On va parler principalement de comment produire de l'énergie. Donc nous le savons tous, la lumière, elle produit de l'énergie. Mais autant, cette énergie-là, elle vient d'où selon vous? L'énergie. Ah, elle vient d'où? L'énergie vient d'où? Oui. Je sais pas, du soleil, de la terre. Donc, c'est pas grave, on va laisser l'énergie. Maintenant, on va parler du courant électrique. Donc, à votre avis, courant électrique, oui. Donc, à votre avis, qu'est-ce que le courant électrique? Le courant électrique. Oui. Alors, c'est une source d'énergie On peut dire ça. qui nous permet de la lumière, par exemple. De s'éclairer. S'éclairer. Mais imaginez-vous une journée sans électricité. Comment est-ce que vous imaginez ça? La journée, on n'a pas besoin d'électricité parce qu'il y a le soleil. Mais la journée, c'est du matin au soir. Oui, du matin au soir. Ah, j'imagine qu'on peut une journée sans électricité. Oui. Comment est-ce que vous vivez ça? Au Sénégal, on a l'habitude. Ah oui, on a l'habitude. On est bien. Donc c'est un peu dur, mais ça va. Donc, dans cette première expérience, on va mettre en évidence le phénomène de l'induction électromagnétique. Donc, l'induction électromagnétique, c'est le procédé par lequel on produit du courant électrique. Donc, pour mettre en évidence ça, donc via des appareils. Donc, pour cet appareil, c'est le galvanomètre ou bien le micro-galvanomètre. Qui permet de mesurer les intensités faibles. Ah, je pense que ça permettait de galvaniser. Non, ça permet de mesurer des courants de faible intensité, des mini-courants, courants de faible intensité. Donc, ça, c'est des électrodes réceptrices. Ça permet de transférer l'électricité, en fait. Et ça, c'est une bobine. Et là, on a des aimants. Des aimants. Oui, des aimants. Donc, les aimants, ça va créer un champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Et ce champ magnétique va engendrer du courant électrique. Donc maintenant, on va voir si cette théorie est vraie ou fausse. Donc, on relie les électrodes. Normalement, s'il y a du courant, il y a la déviation de l'électron. Donc, si l'aiguille dévie, c'est parce qu'il y a du courant. Si l'aiguille ne dévie pas, c'est parce qu'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Donc, voilà la bobine. À l'intérieur, on va créer un champ magnétique. Si on met l'aimant à l'intérieur, ça va créer un champ magnétique. Donc, est-ce qu'il y a déviation ou pas? La déviation. Est-ce qu'il y a déviation de l'aiguille ou bien? Oui. Enfin, l'aiguille bouge. Ah, il bouge. C'est ça, une déviation, non? De quel côté? De quel côté? Gauche, droite. Non, la première déviation. Vraiment droite. À droite. Donc, droite à gauche. Oui. Donc, ça, c'est une oscillation, en fait. Oui, Ça revient au zéro. oui, c'est le côté bleu que j'ai mis. Donc, ça a fait une déviation à droite. Mais maintenant, si je mets le rouge, ça dévie de quel côté? C'est quoi la différence? Les pôles, c'est un aimant. Il y a deux pôles. Il y a le pôle sud et le pôle nord. Donc, les deux pôles, ils peuvent pas. Donc, quand vous avez un aimant, quel que soit l'aimant, il a deux pôles. Même si vous avez un mini aimant, quel que soit l'aimant, quelle que soit sa taille, il a deux pôles. Le pôle sud et le pôle nord. Maintenant, si on, donc, vous voyez, quand les deux pôles, quand on les met ensemble, ils ne peuvent pas s'attirer. Donc, quand on met deux aimants de pôles différents, donc ça s'attire. On appelle les contraires statiques. Oui, les contraires statiques. C'est un peu ça, oui. Donc, quand on couple deux aimants, qu'est-ce que vous voyez?
puissant, c'est Oui, ça? c'est plus puissant, oui. Et la déviation aussi, ça reste le même. Si on change les pôles, oui. Donc, c'est la même déviation. Donc, ça veut dire que tant qu'on a un aimant et une bobine, on peut produire de l'électricité. Donc, On peut ne pas dépendre de tiens. la Sénélec. Ah oui, le produit, carrément. Et ainsi, on pourra échapper aux factures exorbitantes de la Sénélec. Vous avez parlé d'électricité de faible intensité. C'est ce que Oui, vous avez dit. Mais mais la Sénélec utilise le des même appareils principe. plus grands et a des intensités plus D'accord, d'accord. Donc, importantes. si on vous donne des épargnes des mobiles, vous pouvez produire des systèmes. Ouais, non, on peut, oui, on peut On nous a besoin de payer des centaines de des centaines de millions par mois. Voilà, C'est ça? en principe, oui. Vous pouvez m'expliquer un peu c'est quoi la déviation, c'est quoi l'oscillation? Ah Vous pouvez utiliser des mots que je n'ai pas trop compris. Quand on prend d'un pôle d'un aimant, Oui. et quand on les met dans une suite, à l'intérieur, quand on les met, on produit un champ un champ magnétique. Maintenant, le fait qu'on fasse aussi le champ magnétique, le fait que ce courant tourne là, c'est de cette manière qu'on a le courant. Maintenant, si on peut prendre les aimants, les faire tourner de manière périodique avec une vitesse précise, ça va aussi sans arrêt et c'est comme ça qu'on a le courant. L'initiation. C'est bon, je ne suis pas au même niveau. Mais je pense que j'ai. Bon, Merci. C'est pas la seule expérience. bon, Il y a une deuxième expérience. pour mettre en évidence ce qu'on vient de faire là, on peut utiliser cette lampe. Là, on a un aimant et là, on a une bobine. Ici, c'est l'inverse. Ici, on a mené l'aimant, mais ici, c'est la bobine qu'on a mené. Parce que l'aimant est là et la bobine est là. Et on l'a fait tourner. Si on l'a fait tourner avec une certaine vitesse, on obtient de la lumière. Et cette lumière-là est directement pas de l'électricité. C'est cette même électricité qu'on utilise. Mais bon, c'est cette même électricité qu'on utilise, mais à des échelles différentes. C'est comme ça qu'on obtient le courant. C'est de cette manière qu'on fonctionne. Tous nos appareils, nos caméras, nos télévisions et tout ça. C'est de cette manière qu'il faut. Alors, moi, je fais l'électricité. Donc, je présente l'oscilloscope et le générateur. C'est pour. Alors, ici, on a un générateur et un oscilloscope. Donc, ici, le générateur, c'est une source énergétique permettant de produire de l'électricité. L'oscilloscope, il est utilisé par les médecins pour mesurer la tension, visualiser la tension, comme par exemple l'électrocardiogramme et l'électroencéphalogramme. Donc, ici, nous avons un spot. Donc, ça montre qu'il n'y a aucune tension appliquée. Donc, elle est zéro. Donc, à partir de là, nous pouvons démontrer que les bornes des deux piles ne sont pas les mêmes. Donc, si on applique les deux électrodes, nous allons voir que le spot est vers le haut, monté vers le haut. Donc, la tension elle est positive en ce moment. Donc, si on l'inverse, la tension elle est négative, parce qu'il est allé vers le bas. Donc, ça montre que les deux bornes des piles ont une différence de potentiel. Donc, l'oscilloscope il est bico. Donc, il y a bico. Il montre deux courbes. Courbe de la tension générée par le générateur et l'autre par la prise électrique. Donc, pour le générateur, voilà. Cette courbe qui montre la tension qui est périodique et sinusoïdale. C'est le courant aussi généré par la Sénélec qu'on a à la maison. Donc, à partir de là, nous pouvons calculer la période, par exemple. Donc, ici, voilà. Pour calculer la période, ici, nous savons que le spot apparaît par 5 millisecondes. Donc, nous allons compter le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nous allons multiplier ces 6 carreaux par les 5. 6 fois 5, 30. Donc, nous avons 30 volts. Nous avons 30 secondes. Donc, ici, c'est pour modifier la période. En vrai, ce mouvement est appelé le mouvement rectiligne sinusoïdal. Il est rectiligne en même temps sinusoïdal. Donc, on dit sinusoïdal parce que ce mouvement fait des va-et-vient. Donc, pourquoi rectiligne? Voilà, par là. Oui, c'est ça. Donc, elle est horizontale. Elle est verticale, pardon. Donc, elle est verticale. La courbe, elle est verticale.
Donc, il fait des va-et-vient. Donc, si on fait apparaître le spot par 5 millisecondes, nous allons voir que très clairement que c'est sinusoïdal et rectiligne. Merci. Merci. Alors, dans la vie courante, on est amené à utiliser de nombreuses solutions. Des solutions qui peuvent être des solutions acides, basiques ou neutres. Donc, si on peut prendre l'exemple du jus de bissap, du jus d'orange, etc., ou de l'eau. Ici, on va essayer de montrer la nature des solutions en utilisant l'anthocyane comme indicateur coloré, qui nous indique la nature des solutions alors qu'ils sont en contact. On va essayer l'anthocyane est présent dans le chou rouge, qui est dans le chou rouge. On peut l'extraire en prenant de l'eau bouillie qu'on met en contact et on laisse reposer pendant 30 minutes. C'est ça qu'on a ici. C'est la solution qu'on a ici. Ça va nous permettre de connaître les différentes natures des solutions avec le contact. Je vais laisser à mon collègue de montrer. Ça, c'est quoi? C'est l'anthocyane présent dans le chou rouge. C'est l'anthocyane. C'est une solution, le liquide, c'est du vinaigre. C'est le liquide. On a découpé le chou rouge et on a trempé dans de l'eau. Mais on a laissé pendant 30 minutes, après on a pu prélever. On va mettre ça dans une différentes solutions. Si on met ça dans une solution et que la couleur ne change pas, cela veut dire que la solution est neutre. La solution est neutre. Si la solution prend une couleur rose, c'est acide. Si c'est bleu, c'est basique. Si c'est vert, ça veut dire que c'est une base forte. Maintenant, ça, c'est du vinaigre. C'est du vinaigre. Moi, c'est du vinaigre blanc. On va essayer de découvrir la nature de la solution. Alors, c'est devenu Rose, oui, effectivement. Donc, du rouge, il passe vers le rose. Du blanc. Du vert, Du blanc. ça, c'est de l'eau. c'est de l'eau naturelle. On n'a pas changé. On a à peu près. En couleur et neutre. NaOH, l'oxyde de sodium. On est toujours. Fabriquer du savon à partir de la saponification. Une base forte. Ça veut forte en quoi? Base forte. Forte en quoi? Ça veut dire que la présence d'eau, elle libère beaucoup des ions H. La présence d'eau. Ions H. Je perds. Là, on m'a dit que c'est acide, d'accord, je comprends. Là, c'est neutre, je comprends. Là, c'est une base forte. C'est trop fort par rapport. C'est trop fort. C'est une base forte. C'est pas la basicité. Ouais. Carbonate. De sodium pour le quoi? Le sodium. Le sodium. C'est du beurre. Turquoise. Le turquoise.
C'est basique. La solution forte, solution basique. ADN. Je comprendrai. Maintenant, on va essayer de vous montrer. Acido-basique. Entre nous, on va essayer de ça. Ça, c'est une solution acide. On va en mettre un peu, sinon ça explique le jus. On a une réaction. Ça a changé de couleur. C'est devenu neutre. Donc c'est comme de l'eau. Ça tend à se neutraliser. Ça fait neutraliser. Donc normalement, si on met l'autre solution, ça ne change pas de couleur. La couleur reste intacte. C'est neutre, ne change pas de couleur. En théorie, Normalement. possible. On a qu'à essayer de voir. Hein? C'est à peu près la même chose. L'indicateur de couleur. Ça devient comme ici. On avait de l'eau d'ici. C'est à peu près la même chose. Ça tend à la neutralité, mais ce n'est pas encore totalement. Je vois. Merci, shukran. Salam alaikum. Alaykoum salam. Bon, pour cette partie du centre, on voulait essayer d'extraire de l'ADN de banane. Bon, comme on le sait, tous les organismes vivants, la plupart sont composés de cellules. Chaque cellule nucléaire, qui a un noyau, contient de l'ADN. Maintenant, l'ADN, c'est un peu comme la carte d'identité d'une personne, c'est spécifique à chacun. Il n'y a que les vrais jumeaux qui ont le même ADN. Vrais jumeaux. Maintenant, on va essayer d'extraire l'ADN de banane. Bon, pour cela, on a utilisé de la banane, du sel, du liquide vaisselle, de l'alcool et de l'eau. Bon, je te laisse. Pourquoi le liquide vaisselle? D'accord, c'est ce qu'on va expliquer. Le liquide vaisselle, il contient des lipides. Il a des substances phospholipidiques, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est hydrophile et hydrophobe, ça veut dire qui attire les lipides. Et étant donné que la membrane de la cellule il contient des lipides qui l'entourent, c'est ça qui le protège. Les lipides contenus dans le vaisselle, liquide dans le madar, tout ça, ils vont désintégrer la membrane, ce qui va libérer le noyau. Et cela va nous permettre d'extraire l'ADN. Et on a aussi mis du sel et de l'alcool. L'ADN n'est pas soluble dans l'alcool, mais il est soluble dans l'eau. Maintenant, si on met de l'alcool, l'ADN va remonter en haut pour qu'on puisse le voir. C'est ça. Ah oui, le sel aussi, il permet de déshydrater. Il enlève toute l'eau qui est dans le noyau. De ce fait, l'ADN va pouvoir sortir beaucoup plus facilement. Maintenant, on va essayer de s'allier à ça. Bon. Cette solution-là, c'est celle avec la banane. La solution broyée là, c'est celle avec de la banane, le sel, le liquide vaisselle et l'eau. On n'a pas encore mis l'alcool. C'est quand on va verser l'alcool qu'on va pouvoir observer l'ADN. Maintenant, on va tester. Incline. Tu verses l'alcool. Bismillah. Pas beaucoup de café. J'ai peur que ça réagisse. L'ADN a déjà commencé à remonter. Tout ce qui nage dans le liquide bleu, ce qui nage dans le liquide bleu là, entre le liquide marronâtre et la mousse, c'est de l'ADN. Dans un état fibreux, grâce à l'alcool. Quand on en aura accumulé une assez importante masse, on pourra l'extraire pour la mettre dans la boîte de pétri ici.
Et pour les ADN des personnes aussi, ça se passe. On extrait comme ça. Non, ça, c'est des méthodes beaucoup plus poussées. Ça, c'est une méthode élémentaire des débutants. Oui. Nous sommes au stand des sucres réducteurs. En fait, nous voulons vous faire voir comment on obtient un sucre réducteur en mélangeant de la liqueur de féline. La liqueur de féline, c'est un liquide qui est obtenu à partir de la féline A et de la féline B, deux substances chimiques qu'on obtient. Ce sont deux substances chimiques qui nous permettent d'obtenir la liqueur de féline, qui est un liquide qui nous permet de mettre en évidence le sucre, ce qu'on avait appris en SVT, en classe de 4e. La présence de la liqueur de féline avec du sucre, ça nous donne une coloration rouge brute. C'est ce qu'on veut aujourd'hui vous montrer. Maintenant, pour la liqueur de féline, on ne peut pas l'avoir comme ça, c'est pas disponible dans le marché. Pour nous, on utilise la féline A et la féline B qu'on mélange. Expérience, ça c'est la féline A. On mélange avec la féline B. Ouais, La féline B. Si on mélange, ça On a une coloration bleue. c'est la liqueur de féline, ça. Maintenant, Voici du glucose. mélangé avec 2 ml d'eau qu'on va mettre en va contact avec mélanger la avec la liqueur de féline. On va chauffer. Si ça change le couleur, ça veut dire que c'est un sucre réducteur. Si ça change pas le couleur, Ça veut dire que ce n'est pas un sucre réducteur. Ñuul. C'est avec du glucose. Le sucre, c'est du glucose. On voit que ça ne change pas de couleur. Ça commence à changer de couleur. Coloration, c'est un sucre réducteur. C'est le changement de couleur qui nous permet de dire que on a un sucre réducteur ou pas. si on prend l'exemple de l'amidon, il faut d'abord chauffer l'amidon avant de mélanger. Bon, pour l'amidon, on peut prendre l'exemple du pain, parce que pour manger le pain, il faut d'abord Le cuivre. Mais si on ne le cuit pas, on ne peut pas le manger. On ne peut pas le digérer. Il faut d'abord le chauffer avant de déballer l'expérience. On va faire Nous sommes au stand de chimie. Ce stand est très important pour sensibiliser les gens sur la chimie. Par exemple, ça, on le fait souvent avec les élèves de la terminale S. Parce qu'au bac, en physique-chimie, en chimie plus précisément, il y aura des questions. Une question où on va nous demander d'expliquer le procédé pour faire une dilution. Maintenant, nous voulons faire une dilution avec un facteur de 10, avec un volume initial de 25 ml. Ici, nous avons du vinaigre, plus précis appelé en science ou en nomenclature officielle acide acétique. Partout dans le monde où vous irez, où vous dites à un scientifique l'acide acétique, il saura que vous parlez de l'alcool, du vinaigre. Ainsi, pour préparer notre nouvelle solution, nous avons besoin d'une fiole jaugée de 250 ml. Maintenant, en chimie, avant d'utiliser des produits, il faudrait d'abord les laver. Comme ici, il reste un peu d'eau. On ne sait pas c'est quoi, il y avait quoi dedans. Maintenant, pour ce faire, on va utiliser de l'eau distillée, on va pisseter, on va remuer. Pour ne pas que les mélanges ne soient faussés, on va le mettre quelque part. Maintenant, nous allons prendre une pipette jaugée de 25 ml. Nous allons commencer à aspirer. Le trait de jauge est là, il ne faudrait pas le dépasser. Ainsi, nous allons soulever notre doigt petit à petit.
nous allons le mettre dans la fiole. On va prendre notre entonnoir qu'on va placer au niveau du bouchon. On va ouvrir. Ici, c'est une poussette. Dans cette poussette, on a de l'eau distillée. On va ajouter. En chimie, lorsque nous faisons des expériences, il y a des précautions à prendre comme le trait de jauge, le matériel à utiliser parce que le facteur de dilution est très important. Ici, nous avons un facteur de dilution de 10. Cela veut dire que ici, le degré d'acidité était de 6. Ici, on aura un degré d'acidité de 0,6. Ici, on avait prélevé un volume de vinaigre de 25. Ici, on aura un volume de 250. On n'y est pas encore au trait de jauge. Ainsi, nous allons utiliser la poussette. On va pipeter pour ne pas dépasser le trait de jauge. Car si nous le dépassons, la solution ne sera pas proportionnée. On va pipeter. On va réouvrir parce que ce sera un peu long. Et on va faire doucement. Il faudrait être vigilant. Vous avez vu, nous avons atteint le trait de jauge. Ainsi, nous avons créé une nouvelle solution à partir d'une solution commerciale de concentration 6 molaires. Ici, nous sommes à une concentration de 0,6 molaires. Merci, c'était tout.